Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Julien Sepoumoni pour un récit très intéressant, très riche et très sincère, intitulé Péripéties d'un baroudeur. Julien Sepoumoni, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Merci, bienvenue à tous. Merci, bonjour. Je te donne le mien alors. Merci de me recevoir et bonsoir à tous. Donc, merci de m'accueillir. On va parler de ce livre, de ce récit, donc paru récemment aux éditions L'Harmattan. Julien parle de lui-même, de son parcours impressionnant. Il commence en région parisienne, et il est enfant et il voit ses parents se battre. C'est déjà un peu des situations difficiles, n'est-ce pas? Alors, Péripéties d'un baroudeur, ouais, c'est mon parcours. Ça commence en Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine, dans le 93. Et ça continue au Québec, au Canada, puis un retour. Et dedans, je raconte les choses qui m'ont marqué enfant. Voilà. Donc, dans le premier chapitre, je pose les bases. Ça peut paraître un peu dur, un peu explicite, un peu acide, mais c'est la réalité. Mais le récit ne s'arrête pas simplement à ce qui s'est passé dans l'enceinte familiale. C'est plus une histoire qui parle de moi, qui met qui pose les bases sur ce qui va arriver par la suite, sur comment un gamin évolue et comment un gamin évolue et pourquoi certaines décisions, parfois excessives, sont prises. C'est vrai. Et donc, même cette enfance-là, tu la racontes bien aussi, hein. Il n'y a pas que la suite, hein, parce que, on va dire, c'est un témoignage, souvent émouvant d'ailleurs, hein, sur des territoires que tout le monde ne connaît pas forcément, n'est-ce pas? Il y a des bagarres, il y a une vie, il y a des parcours professionnels, il y a des gens qui réussissent, d'autres non. Donc, tu nous racontes cela aussi. Et d'ailleurs, à la fin de ton récit, après le voyage au Québec, tu reviens dans ces lieux de jadis pour toi, hein, dans ton récit. Et parfois, tu ne retrouves pas ce que tu avais vécu à cette époque-là, n'est-ce pas? Exactement, après 13 ans, comme j'ai l'habitude de dire, il y a l'homme qui part n'est pas celui qui revient. Il y a eu un cheminement, il y a eu une évolution, il y a eu 13 ans d'introspection dans la solitude la plus profonde. Il y a eu des excès, il y a eu de la joie, il y a eu beaucoup de pleurs, et puis quand on revient, on a traversé tout ça pendant 13 ans, les endroits qu'on a connus, on ne le reconnaît plus. Parce qu'on a changé, il y a eu un cheminement, et c'est comme ça que le livre évolue au fil des chapitres. Si je te disais, on va revenir un peu en arrière, comment tu as décidé d'aller au Canada? Pourquoi? J'ai décidé de partir au Canada, c'était pour me confronter à la vie, pour me prouver. Et à l'époque, c'était plutôt facile, c'était une opportunité de pouvoir partir. La vie me posait beaucoup de questions, je me suis beaucoup cherché. Et c'était l'opportunité d'aller affronter qui je suis et de me réaliser en tant qu'homme. Donc le Canada, c'était un choix parmi l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et donc, tu arrives dans ce pays-là, pratiquement tout de suite, tu trouves quand même tes marques, puisque tu arrives à travailler et tu as une vie aussi mouvementée qu'elle soit, mais tu côtoies aussi beaucoup de monde. Exactement, quand j'arrive, déjà l'avantage que j'ai, c'est que je connais du monde sur place. Donc tout de suite, l'intégration, elle se fait plutôt bien. Et je me fonds plutôt bien dans le pays, je m'adapte, je m'intègre.
Et à partir de là, c'est là que pour moi, un autre chapitre de ma vie s'ouvre, avec tout ce qui suit par la suite, les rencontres, les aventures et le reste. Alors, le Canada, pour nous tous, c'est un pays, en tout cas pour moi, hein, un peu méconnu. Hein. C'est un pays de rêve. C'est un pays où tout paraît possible, mais tu nous dis que ce n'est pas toujours facile. Exactement, il faut savoir que quand tu arrives dans un pays comme le Québec qui est survendu à l'échelle internationale, il y a ce qu'on raconte, ce qu'on vend, et il y a ce qui est possible sur place, selon qui on est. Donc avec du recul, c'est plutôt bien vendu sur papier, mais il y a la réalité qui fait qu'on ne peut pas toujours tout prévoir, et parfois les choix qu'on fait, les personnes qu'on rencontre, ça peut amener vers une toute autre trajectoire. Alors, oui, donc tu racontes aussi tes fréquentations avec tes amis, ton groupe d'amis, un groupe assez soudé, en tout cas au départ. Tu racontes aussi ta vie, tes virées la nuit dans des endroits un peu où il y a un peu de la joie. Tu racontes aussi tes conquêtes féminines, voilà. Tout ça, ça fait ta vie dans l'ensemble. Et puis, tu t'attardes vers la fin du bouquin sur une relation un peu difficile, on va dire. Une relation avec une femme, bien sûr, que tu as aimée, qui visiblement t'a beaucoup aimé, mais qui se termine un peu mal, n'est-ce pas? Exactement, les premières pages, les causes, c'est parti d'une séparation qui a très mal fini, on s'est aimé, ça a été très intense, ce qu'aujourd'hui on peut appeler une relation toxique. Et cette relation a fini au tribunal. Donc au tribunal, à partir de là, je me suis retrouvé pris dans les mailles du système nord-américain. C'est à partir de là que j'ai commencé à gratter les premières pages pour exorciser, sortir les peines, les douleurs, l'incompréhension, la façon comment on traite les immigrés qui arrivent sur une terre et qui se font prendre dans les mailles du système judiciaire. Donc c'est à partir de là que le livre a commencé à prendre naissance. Ça a été comme une catharsis. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire et je suis remonté à tout ce que j'ai vécu depuis enfant et ce qui m'a mené à reproduire parfois certains comportements, on va dire. Alors tu as bien fait d'écrire ce livre parce que ce livre sera utile pour beaucoup de gens. Hein. En tout cas, moi je conseille sa lecture. Et puis donc arrive la pandémie, le Covid arrive, et au fond de toi-même, tu te poses la question, si jamais je meurs, qui va me pleurer? C'est une question, on va dire, essentielle. Exactement, c'est une question existentielle en pleine dépression. Au bout d'un moment, ça faisait déjà 10 ans que j'étais sur le territoire. Et quand la pandémie s'est arrivée, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. Je l'ai plutôt très mal vécu. Il y a une question qui est revenue. Tout ça, l'immigration, c'est une chose, c'est bien. Mais si aujourd'hui, t'arrive quelque chose, loin de ta famille, loin de tout le monde, qui réellement va pleurer sur ton sort ici sur place? Et là, tu te rends compte que tu as des connaissances, certes, mais tu es tout seul. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire le deuil. L'aventure américaine, c'est bien, c'est cool. Mais voilà, ça a été un auto-bilan et de là, cette question qui revenait souvent. Et donc, au final, tu reviens en région parisienne et tu te retrouves chez ta maman. Ta maman qui a quitté, enfin, tes parents ont divorcé bien avant cela. Et donc, et là aussi, d'autres questions arrivent dans ta tête. Ouais, ça a été une période quand même assez difficile parce que quand je suis revenu chez ma mère, j'avais justement suite à ça, c'était quand même amer, 13 ans de vie. Au final, je me suis fait plumer, j'ai tout perdu. Une relation qui a mal tourné.
Les raisons pour lesquelles je suis parti, finalement, il y a des choses que j'avais pas prévues, ça m'a coûté très cher. Et quand je suis revenu, justement, je suis revenu chez ma mère et j'ai beaucoup de questions qui fusaient dans ma tête, beaucoup de questionnements. Voilà. Mais tu ne t'es pas découragé et donc tu t'es dit quand même, j'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines et donc il ne faut pas désespérer et donc tu as réussi à rebondir. J'ai réussi à rebondir quand le deuil il était fait dans ma tête. J'ai eu beaucoup d'expérience dans les domaines consulaires, donc je me suis remis sur pattes. J'ai recommencé à repartir de l'avant, à prendre goût, à apprécier la vie en France et j'ai commencé à postuler et je me suis retrouvé à bosser pour un préfet dans une préfecture en région, en province et puis de là, mon retour en France s'est plutôt quand même pas mal passé. Très bien. Alors, je te pose une dernière question avant de donner la parole à nos amis dans la salle. Alors, le livre est sorti depuis un moment. Si je te disais, quelles sont les réactions des gens qui ont lu le livre ou même de ton entourage à propos justement de ton écrit? Globalement, par la critique, le livre a été plutôt bien accepté. De par ce qu'il aborde les thèmes sociologiques, le parcours d'un jeune du 93, du 9-3, qui parcourt le monde et qui revient sur sa terre natale. Ça a plutôt bien été reçu. Par contre, l'honnêteté coûte cher. Il faut le dire, il faut l'avouer. Ce que je raconte dedans dans le premier chapitre, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours agréable. À ce niveau-là, l'honnêteté coûte cher et par rapport à l'entourage proche, ça a plutôt été plus ou moins mal compris. Très bien, très bien. Merci pour ta sincérité. Alors, la parole est à nos amis dans la salle pour des questions, pour des remarques. Oui, Kada. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, d'habitude, je viens à l'impondérable en faisant confiance à Youssef parce que tout ce qu'il présente, c'est pas de l'exagération, c'est intéressant. Mais cette fois, monsieur, vous m'intriguez. Je me suis préparé pendant 3 jours, mais je suis pas trop curieux pour aller chercher votre personnalité, qui êtes-vous, etc. Je me suis arrêté à 3 ou 4 lignes. Je crois que je suis en face d'un 7e continent. Je vais m'expliquer. Vous dites que vous êtes né dans le 93, vous avez une éducation française, et vous parlez d'une double identité. En général, il y a la double identité quand on est Camerounais et on vient s'installer en France. C'est-à-dire, on traverse un océan, on traverse une mer, on quitte un continent pour un autre. Sinon, on est Kabyle dans un hôtel à Paris ou un Chaoui qui a quitté ses terres pour s'installer à Montreuil ou à Villejuif. Là, on est porteur d'une double identité. Mais vous n'avez pas quitté l'Occident. Vous êtes né dans le 93 et vous êtes parti au Québec. Vous vous êtes intégré très facilement. La deuxième question qui me taraude un peu, c'est la notion de l'exil. Est-ce que vous êtes un exilé africain, un exilé du 93, comme on dit le 9-3? Est-ce que vous êtes un exilé occidental? Quel exil pour quelqu'un qui est né dans l'urbanité? Moi, je ne suis pas né dans l'urbanité. Moi, je viens d'un lieu paysan. Je rentre dans l'urbanité, je quitte l'Afrique, j'arrive en France, etc. Tout change. Mais vous, quel exil ressentez-vous? Du moment, j'ai pas terminé toute cette question. Monsieur, oui, non, je ne ferai pas un roman. C'est une question sociologique qui se pose actuellement. Ne suis-je pas actuellement en face de l'homo universalis? L'être humain qui ne dépend plus de l'espace,
mais qui est dans la globalisation, la mondialisation, la globalisation et l'atomisation de la société. Est-ce que ce n'est pas cette nouvelle culture dont vous êtes le prototype? Merci. Très bonne question, Kada. Je vais te répondre. C'est peut-être là c'est peut-être là le nerf de la guerre. Je suis né en France, je suis noir, je suis d'origine camerounaise, j'ai jamais été au Cameroun, je ne parle pas la langue, je suis un hybride. Je suis noir d'apparence, je suis français. Ma communauté camerounaise ne me reconnaît pas en tant que telle, mais je suis un des leurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis entre deux mondes. C'est pour ça que je m'appelle. Quand on me demande je suis de quelle origine, dans ma communauté, je rigole. Quand je dis que je suis camerounais, je rigole avec ironie. Je dis ouais, mais je suis un faux camerounais, je parle pas la langue. J'ai peut-être pas les codes, c'est ce que je dis là-dessus sur quelques lignes. Je suis incapable de baragouiner ma langue d'origine, mais je le suis. Génétiquement, je le suis, mais c'est complètement éteint tout ça. J'ai jamais été. J'ai pas été élevé dans cette culture-là. Et c'est intéressant quand tu dis l'universalisme. Peut-être inconsciemment, aujourd'hui en 2026, je suis peut-être cet archétype-là, entre plusieurs identités. Je suis noir, d'origine camerounaise, je suis français. J'ai vécu au Québec, j'aurais pu vivre ailleurs. C'est peut-être là Où est-ce que vous situez la double identité? La double identité, je la situe entre la France et le Cameroun. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Merci. Merci. Oui. Tout d'abord, bienvenue au café littéraire de l'impondérable, de Merci, notre merci. ami Youssef Zirem. Un café littéraire maintenant quasi légendaire. Alors déjà, je vous remercie pour cet ouvrage qui arrive bien. Moi, j'ai connu Pierre Fitt. J'ai une relation particulière avec Pierre Fitt. J'ai connu Pierre Fitt vers la fin des années 70. Et c'était une ville paisible. J'étais pas né à cette époque. Oui. Et donc, justement, votre livre pourrait intéresser les sociologues de voir comment l'évolution ou le contraire. Donc, alors, de la rue à l'écriture, comment cela a-t-il été possible? Alors, de la rue à l'écriture. De la rue à l'écriture, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé l'écriture depuis petit. C'est juste que quand on grandit, parfois, on s'écarte, on fait autre chose. Mais l'écriture, c'est une partie intégrante de ma vie. C'est mon identité, c'est mon terrain perso, c'est mon espace de liberté. Ce que je peux pas dire à voix haute, des choses parfois dérangeantes, inconfortables, je l'écris sur papier, quand ça va pas. C'est vraiment pour moi le moyen d'expression. Je suis issu d'une famille où je suis le dernier, et des fois dans certaines communautés, le dernier, on l'écoute pas vraiment. La parole n'a pas vraiment de poids. Donc pour moi, l'écriture, ouais, c'est mon espace perso. Je peux considérer ça comme ça. C'est mon espace de liberté. Yasmine. Bonjour. Bonjour, Yasmine. Alors, il y a une chose que j'adore, c'est quand tu as dit, je me permets de te tutoyer, Oui, pas de souci. quand tu as dit que je suis hybride. Beaucoup disent mix. Je suis issue d'un mariage mix. Moi, j'adore dire que je suis hybride, parce que je suis hybride. Maintenant, tu es hybride, tu es électrique et gasoil. D'accord? Ok, On est d'accord. on est d'accord. On va aller plus loin. Pour toi, l'électrique et le gasoil, c'est quelle origine? Celui qui te porte quand tu es en électrique, c'est quoi? Et celui qui te porte quand tu es en gasoil, c'est quoi? Est-ce que ta culture camerounaise te donne les racines
Et est-ce que ta culture française te donne l'élan pour aller plus loin? C'est ce que je ressens. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu ressens? Et je vais encore aller plus loin. J'ai mes petits-enfants. Ils sont kabys, français et rwandais. Comment ils vont être? Hybrides? Je me pose cette question. Eux, ils ne pensent pas à ça parce qu'ils sont encore jeunes. Et quand ils vont atteindre ton âge, je suis sûre qu'ils vont avoir à se poser cette question. Ils seront hybrides. Hybrides, c'est 2. Ils vont être à 3 pieds. Tout va dépendre de l'éducation et dans le milieu dans lequel ils vont évoluer. Pour répondre à ta question, Oui, et surtout électrique, tu es quoi? ça va être dur à répondre parce que concernant j'ai toujours vécu en France, j'ai toujours tout fait en France, ou du moins au Canada. La culture camerounaise dans le pays d'origine, Mais tu l'as de tes parents. je l'ai de mes parents. Voilà. Et donc, de tes parents, tu as appris beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Surtout effectivement. si tes parents sont tous les deux camerounais, tu ne peux qu'avoir baigné dans cette culture. J'ai baigné dans cette culture, mais à la maison. Je connais les noms, je connais les villes, je connais les codes. Mais en dehors de ça, si je regarde d'un point de vue honnête, à froid, Tu te vois pas camerounais. c'est pas que je me vois pas, je le suis, mais c'est quasiment éteint ce côté-là. Il est quasiment éteint. Je le dis avec recul, vraiment Et avec. tu cherches pas à le rallumer parce que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va te donner tes racines. C'est dur de. Comment dire? Je comprends, hein, prends ton. C'est ce que je pense. Mais... C'est dur. Alors, comment je peux le dire sans vouloir offusquer personne? Mais c'est pas quelque chose. Enfin, je sais qu'il va falloir que j'y aille tôt ou tard pour mon identité, pour mon évolution. Après, c'est pas quelque chose avec laquelle j'ai vraiment baigné dedans. C'est un peu conflictuel, honnêtement. C'est un peu, c'est plein de paradoxes. Je vais aller encore plus loin. Mhm. Tu as des enfants? Non. Quand tu en auras, tu baigneras dans ta culture. Possiblement, ça va s'accentuer, je pense, avec le Sûrement. temps. Mais encore là, le temps nous le dira. Merci beaucoup, mon ami. Au Merci. revoir. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. On a parlé un petit peu de la famille, le départ et le retour. Justement, quelle a été la réaction de ta maman? Parce que tu es adulte, tu as passé 13 ans loin d'elle. J'imagine en ayant des contacts ou pas, peut-être. Ça, c'est peut-être quelque Non, on a eu chose des de contacts très personnel. réguliers. Mais voilà, en tout cas, vous ne vous êtes pas vus physiquement. Donc, au bout de 13 ans, comment ta maman t'a accueilli de retour à la maison et donc quelqu'un qui est parti, qui a quitté le domicile familial au bout de 13 ans? Ça fait quoi de revenir et ce que ça fait pour la maman, j'imagine? Accueilli, plutôt bien, même très bien. Après, avec ma mère, on n'a pas, on discute, mais on rentre pas vraiment dans des choses vraiment profondes. Il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Des fois, c'est peut-être culturel. Alors oui, après je suis parti 13 ans, il y a eu quand même des allers-retours entre-temps. Mais j'ai senti quand même la joie. La joie, mais sans trop l'exprimer. Toujours dans une certaine pudeur. Est-ce qu'il y a eu de la fierté? La fierté quand même, je pense qu'il y en a eu de la fierté. Mais c'est pareil, elle n'est pas toujours exprimée. Mais je le ressens quand même. Je le ressens. Je suis quand même le dernier. J'ai fait des choses, bien et pas bien. Mais globalement, il y a quand même une fierté. Dernière question. Pour toi, ça n'a pas été un échec quand tu es revenu de te retrouver justement chez ta maman et dépendant de quelqu'un dont tu n'as plus été dépendant depuis 13 ans? Honnêtement, oui. Quand tu reviens dans les conditions dans lesquelles je suis revenu, qui n'étaient pas prévues de revenir comme ça, le ressenti fait que oui, c'est pas objectif, mais c'est comme ça que tu le ressens intérieurement. Avec un retour aussi brutal, aussi choc, ouais, je vais être honnête, je vais être transparent, oui, tu le ressens comme ça. Parce que tu as l'impression que les 13 ans,
c'était 13 ans 20. Mais après, quand tu reprends ta routine et tu recontextualises, il y a quand même des bonnes choses et ça, il faut quand même le reconnaître. Eh ben, bravo pour ce parcours en tout cas. Merci. Rebonjour Julien. Bonsoir. Alors moi, pour mieux comprendre ton parcours, j'aimerais bien avoir la chronologie de ton parcours, c'est-à-dire tu es parti de la cité, enfin de 3, à quel âge? Je suis parti à 25 ans et je suis revenu à 38 ans. 38 ans, ok. Dans ta partie que tu as vécue sur Pierrefitte, donc avec des parents camerounais qui étaient d'une première génération d'immigrés, je suppose. Oui. Tu dis avoir vécu uniquement comme un Français. Ce que je comprends pas, c'est que moi qui ai vécu dans les cités, la plupart des personnes qui étaient là, d'origines différentes, ont quand même vécu la culture du pays d'origine de leurs parents d'une manière très, enfin, soit superficielle, soit profonde, mais personne n'a vécu sans la culture des parents. Donc je suis un peu surprise que tu n'aies aucune, comment dire, aucune valeur culture camerounaise sur ces années-là, puisque moi-même je suis enfant d'immigrés, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, toi tu as utilisé un terme différent. Moi je dirais que j'ai eu le cul entre deux chaises pendant longtemps, entre la France et l'Algérie. J'ai fini par choisir la France, mais c'est un choix que j'ai fait bien après, plus adulte, partagé par mes doutes, par les valeurs de mes parents, l'éducation, tout ce qu'on a vécu, et ce que j'ai vécu aussi dans la cité, et que j'ai vécu avec mes enfants jusqu'au jour où, plus mature, plus adulte, j'ai décidé d'être française, d'origine algérienne. Je garde mes origines, ma culture, et en même temps, je vis dans un pays avec la culture française. Donc, je suis un peu intriguée par ça. Quand je dis j'ai été élevé dans la culture française, c'est au quotidien. Alors à la maison, oui, mes parents parlaient le dialecte, parlaient le douala, mais entre eux. On nous l'a jamais inculqué. Donc quand je dis, quand j'utilise ces termes-là, c'est aussi un ressenti. C'est que la nourriture, oui, la nourriture culturellement, oui, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais vraiment imprégné, pour moi, là, ça commence déjà par la langue. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas reçu jeune. C'est pour ça que je dis qu'on a plus été élevé dans la culture avec les codes à la française de l'époque, des années 90. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pour ça que je l'ai retransmis comme ça. Mais oui, l'influence à la maison, après, effectivement, oui, était très africaine. Mais c'est comme un ressenti qui manque quelque chose. D'où la langue. Non, mais du coup, c'est toi qui as fait le choix d'être français. Ah, mais moi, c'était... Enfin, d'épouser la culture française. Ah, moi, c'était inné. Je veux dire, je me suis même pas posé la question. J'ai évolué là-dedans. Vraiment, la question se posait même plus, quoi. Et encore aujourd'hui... T'as jamais été en questionnement par rapport à tes origines et ce que tu vivais à la maison par rapport à ce que tu vivais dehors? Si, ça a toujours été un conflit. Ça a toujours été un conflit, mais j'ai toujours vécu comme ça. C'est un conflit perpétuel, pas au point d'en faire un problème existentiel. Je me suis dit c'est comme ça. Et puis j'ai évolué comme ça. Alors peut-être certes avec des béquilles, mais toujours à jongler l'un avec l'autre sans être l'autre. D'accord. Bon, écoute, merci pour tes réponses. Merci. Alors moi j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai plus un partage. Déjà j'ai hâte de lire ton livre. Ma soeur vient de s'exprimer, c'est drôle, mais moi je suis la fille cadette et je comprends très bien ce que tu veux dire quand tu dis que tu es d'éducation française. Moi jusqu'à mes 20 ans bien passés, j'ai passé mon temps à expliquer à mes parents et à tout le monde que j'étais française. Et comme toi, j'aime être dans l'écrit. Donc il y a des choses qui ont fait écho dans ce que tu as dit, parce que je pense qu'effectivement, mon rapport à l'écriture, c'est français, etc. Et le retour que je voulais faire, c'est que, j'ai hâte de découvrir tes aventures, mais j'ai bien aimé l'introduction sur l'homo universalis. Moi, dans mon ADN, j'ai un très fort goût du voyage, j'ai même une passion du voyage et des cultures étrangères.
Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ton livre, il va m'apporter un témoignage de ce que je vois. On est, pour moi, par essence, le produit d'une éducation. Moi, mon éducation est française, alors que j'ai des parents étrangers. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Je pense que je vais vraiment voir du qu'il est en lisant ton livre. Et comme bravo, parce que je trouve que c'est super de pouvoir écrire à partir de son vécu. Voilà, ça doit être très, très difficile. Ça dépend. Le plus dur, ça a été d'écrire le premier chapitre. Parce que ça inclut d'autres personnes, les parents, donc c'est un peu délicat sur ce qu'on va écrire, ce qu'on va dire. Le plus dur, c'était le premier chapitre. Et puis passer ça, après quand je me suis plus recentré sur ma vie, mon parcours, après ça va tout seul. Après le but, c'est d'écrire de manière honnête, vraiment honnête, avec lucidité, recul, une certaine froideur et un détachement. Simplement dire les choses comme elles ont été. C'est une catharsis. Le point de départ, c'est intéressant. Moi, j'ai entendu parler de pas mal de... Enfin, j'aime beaucoup la littérature. On parle d'autofiction. Tu as fait de toi le personnage central et en même temps, tu as raconté une histoire. Exactement, l'autofiction. Juste. Bravo. Et je voulais dire une dernière chose par rapport à ce que disait Yasmine. Bien que, évidemment, enfin, j'ai dit ce que j'ai dit, hein, je me sens de culture française, ma langue pratique c'est le français, on a des points communs parce que j'ai pas appris la langue de mes parents, alors que je l'ai pas appris. Mais en effet, depuis que j'ai vieilli, on va dire, je m'interroge sur le langage et moi je me suis mise à m'intéresser au kabyle, la langue de mes parents, et à l'apprendre. Je pense que dans les parcours comme ça où tu es amené à bouger. Moi, j'ai aussi bougé de Lyon à Paris, j'ai aussi bougé à Londres. Enfin, je me suis pas mal exportée, on va dire. Il y a un moment où tu reviens à toi, parce que quand tu te déplaces, les gens te renvoient toujours finalement à quelque chose d'autre. Et par exemple, dans la notion d'exil, qui est intéressante aussi pour toi au Québec, enfin, je vais découvrir ton bouquin, hein, mais quand tu es au Québec, tu es déporté parce que tu n'es plus à Pierrefitte, tu n'es plus dans le 9-3, etc. Apparemment, tu as fait ta vie, donc tout s'est très bien passé. Mais moi, par exemple, quand je suis allée en Angleterre, on m'a dit que tu es française. Et c'est la première fois que je m'entendais dire française, parce qu'en France, à Lyon, on me disait que j'étais algérienne. Exactement. Alors que moi, je me sentais française. Exactement. Donc tu passes ton temps à faire une fresque. Et je pense en effet que si tu deviens papa ou quand tu vieilliras, tu t'intéresseras peut-être davantage au Douala et au Cameroun. Mais c'est intéressant parce que c'est... alors, en France, on nous rappelle nos origines. Et au Canada, pour mon expérience personnelle, oui, mais on te rappellera toujours que tu es français, y compris avec la carte de résident, y compris si tu as le passeport canadien. On te rappellera toujours, de par ton accent, de par ta couleur, que tu es d'ailleurs. Alors ce qui est marrant, c'est que là-bas, moi, on ne me considérait pas comme un Africain noir d'Afrique, mais on me considérait plus comme un Français. Et il suffit d'un petit conflit, une petite accroche, pour qu'on vous le remette en pleine face. Qu'on vous dise, de toute façon, si t'es pas content, retourne en France. Donc ouais, c'est intéressant à ce niveau-là. On passe notre temps à faire les fresques, et on revient là d'où on vient. Avec un regard plus apaisé. Bravo, merci. Merci. Moi, Julien, j'ai pas énormément de questions à poser. Tu sais très bien qu'on a beaucoup échangé. Pour que la salle sache, moi, c'est un ami perso. C'est un petit peu grâce à moi que tu es là aujourd'hui. C'est ça. Donc, je vais pas trop t'embêter. Je voulais juste te dire que, en dehors de la similarité des parcours, le départ du 93, je me reconnais beaucoup en toi parce qu'on a des proximités sur beaucoup de sujets. Te remercier d'être venu ce soir parce que c'est plaisir. Tout le monde n'est pas au courant, mais venir d'Orléans, c'est quand même pas tout à fait à côté. Voilà, après, bien évidemment, la question qui se pose pour nous, c'est à quand le deuxième, à quand la suite.
Et je voudrais juste revenir sur ce petit sujet hybride où on a tendance, notre génération, à un peu se retrouver. Effectivement, le repère de la langue, c'est très important pour le sentiment d'appartenance. Moi qui ai eu la chance de voyager en Algérie, je suis petit français en Algérie. Et auprès des copains dans la cour, tu sais très bien que je suis le petit Algérien. Donc ça, c'est une problématique, je pense, qui est un peu universelle quand tu es hybride. Après, effectivement, on se posait la question, surtout dans quel mood tu étais le plus ancré. Je pense que tu as répondu. Je veux dire, c'est plus l'éducation à la française qui t'a fait grandir que l'éducation camerounaise. C'est un peu pareil pour moi. Hein. Je veux dire, j'ai plus baigné dans la démocratie française, même si j'ai des repères culturels forts kabyles. Voilà, te remercier et passer la main à quelqu'un qui a des questions. Merci. Je crois qu'ils ont posé toutes les questions. Du coup, ils sont malhonnêtes. Hein. Le premier, c'est toi. Tu m'as enlevé la question essentielle. Alors, on l'a déjà, on en a déjà un petit peu parlé. Alors, où t'en es dans l'écriture? Est-ce que on attend un nouveau roman? Et je vais continuer sur le tome 2. J'ai déjà commencé. Le tome 2, je me fixe encore 1 an pour livrer le retour d'expérience et la continuité sur ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenu, ce que je fais. Donc le tome 2, ouais, je vais continuer sur le tome 2. J'ai ouvert une porte qui me laisse continuer justement sur un autre jour, voilà, sur la continuité du tome 1, voilà. D'accord, ça sera toujours autobiographique, voilà. Ça sera ouais, autobiographique, autofiction, mais plus avec une réflexion sociologique sur ce qu'on devient quand on part aussi longtemps. Et comment on voit le pays qu'on a laissé évoluer. Il y aura plusieurs thèmes sociologiques, mais ça sera dans la continuité. Et est-ce que tu prévois de repartir un jour au Canada? Non, c'est fini. C'est derrière moi tout ça. Si j'ai écrit le livre aussi, c'était aussi pour faire le deuil d'une ancienne vie. Donc le Canada, ça a été une école. J'y ai grandi, j'y ai passé beaucoup de temps. Maintenant, c'est derrière moi. Je regarderai ça plus dans des souvenirs, plus dans des lointains souvenirs, mais non, c'est fini. À ce niveau-là, la boucle est bouclée. D'accord. Le traumatisme est bouclé. Le traumatisme est bouclé. C'est-à-dire pour vous, les écrivains sont tous en deuil. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est durant ces années d'absence, 13 ans, vous avez dit. Oui. Et certainement, vous avez eu des séquelles. C'est inévitable. Si vous pourriez nous en parler un petit peu. Les séquelles, alors je sais pas si on peut appeler ça des séquelles, mais on remarque, par exemple, beaucoup de dynamiques. Des dynamiques au sein des fratries, pareil pour mon cas personnel, au sein de la famille, même si c'est des sujets un peu délicats. Quand on parle longtemps, il y a beaucoup de choses en fait, on évolue différemment, on change. Et ça, la famille ne le remarque pas forcément. Et quand on revient, ça crée un peu un décalage. Donc ça laisse des séquelles, les expériences aussi là-bas qu'on traverse. Ça laisse des séquelles aussi dans les relations amoureuses, les échecs. Donc quand on revient pas forcément intact. Mais c'est comme ça aussi qu'on grandit, c'est la particularité, je le dis très bien dans le livre. Partir, voyager, il faut que ça change. Si partir 13 ans et revenir comme on est parti, dans ce cas-là, c'est plus vraiment un exil, c'est plus vraiment une immigration, c'est 13 ans de tourisme. Donc à ce niveau-là, ouais, ça laisse des marques, mais c'est comme ça aussi qu'on mûrit et qu'on grandit. Alors, moi, je
vais avoir deux questions qui sont pas vraiment sur le même sujet. Oui. Tu parlais d'enfants tout à l'heure que tu espères ou que tu comptes avoir. Oui. Est-ce que, en tant que père, justement, qui n'a pas eu cet apprentissage donc, de la langue de tes parents, est-ce que tu laisseras tes parents, justement, est-ce que tu même leur demanderas de leur transmettre justement cette langue et cette culture que toi tu as eu entre guillemets qu'à moitié, vu que tu le dis si bien, tu n'as pas appris la langue. Est-ce que tu aimerais en tout cas que tes enfants, pour eux, ce soit mieux transmis, plus transmis? Tu aimerais qu'ils aient cette vraie identité camerounaise? J'aimerais bien, mais si je regarde les choses vraiment avec honnêteté, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Ouais. Je te le dis franchement, hein, j'aimerais bien, j'espérais, mais aujourd'hui, dans le contexte des choses, comment les choses elles ont évolué, la dynamique, j'ai l'impression, honnêtement, humblement, qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Je sais pas si ça sera possible. Enfin, je vais parler en toute transparence. Voilà. En espérant qu'à eux, ça leur manque pas, en tout cas, autant qu'à toi. En espérant. En Ce serait espérant. dommage. Pour ma deuxième question, du coup, moi, c'est sur ton écriture. Parce que tu disais que, en tout cas, la vérité, ça a pu te coûter sur plein des sujets, sur plein de sujets que tu abordes dans ton livre. Pour juste une petite anecdote perso, on a notre grand-père qui a voulu écrire il y a quelques années un livre sur ce qu'il a vécu pendant la guerre, aussi bien en tant qu'enfant qu'après en tant que militaire, soldat. Le livre n'a jamais pu être édité parce qu'il dénonçait beaucoup trop de choses qui auraient pu gêner. Toi, comment tu as réussi à faire justement, à passer ce cap de justement, tu vas dénoncer des choses qui sont... alors, c'est peut-être plus facile sur un autre pays, mais en tout cas, quel a été cet acheminement? Est-ce que ça a été difficile pour toi de pouvoir faire éditer ce livre où tu donnes beaucoup de vérités qu'en France, on ne connaît peut-être pas? Ça a été très simple. Je veux dire, j'ai pas rencontré de difficultés. Maintenant, ce que j'ai dit, j'ai vraiment été honnête sans vouloir accuser personne, sans vouloir jeter la pierre, sans juger. J'ai juste fait énoncer, raconter certaines dynamiques, certaines réalités. Et ben rien que ça peut te coûter très cher. Dans le pire des cas, ça peut te coûter une ostracisation par les tiens. Il faut en être conscient, il faut en être réel. Ça peut être irréversible. Et parfois, ça peut aller même bien plus loin que ça. Et c'est juste raconter les choses sans filtre, ça a un prix. C'est ce que je peux te dire. Vouloir raconter des choses, c'est bien. C'est c'est louable. Mais il faut en être conscient des conséquences. Moi, perso, je l'ai fait parce que bon, au point où j'étais rendu dans la vie, ça changeait pas plus que ça. Puis vraiment, fallait que je dise quelque chose, j'en avais gros sur le cœur. Mais ça a un prix. Donc à tous ceux qui sont là, qui sont dans la salle, quand vous voulez dire quelque chose, aujourd'hui à l'heure actuelle en 2026, ça peut coûter très cher. Donc on anticipe les réactions, mais il y a certaines réactions qu'on n'anticipe pas, et puis ça peut être très violent. Ouais. Merci. Bienvenue. Je voulais revenir sur un sujet que tu as abordé. Quand tu auras un enfant, ça me turlupine. Je suis issue d'un mariage mixte. Ma mère est française bretonne, mon père est kabyle. D'accord ? Donc, du coup, la langue maternelle était le français. J'ai été élevée à la française. Maintenant, je me retrouve à élever mes deux petites filles, des jumelles qui ont 9 mois. Et je me retrouve avec un fils que j'ai élevé comme j'ai pu, mais surtout à la française, et qui vit avec une française. Et tu sais ce qu'il m'est demandé? De leur chanter en kabyle pour les faire dormir, de leur raconter des histoires en kabyle, de leur parler de la tradition kabyle, d'être avec elles, alors que, au départ, jamais je m'y attendais. Toi, tu m'as dit, là, tu viens de dire que tu es français, que tu n'y reviendras pas.
eh ben, je te promets qu'un jour ou l'autre, tu y reviendras à ton histoire de Camerounais. Juste pour tes petits-enfants. Et tu y reviendras. Forcément, mais comment inculquer une langue que moi-même je ne maîtrise pas? Alors, j'aimerais apporter une petite précision. Alors, Julien, dans son livre, dit que son père voulait couper un peu avec la culture camerounaise et qu'il voulait que ses enfants trouvent leur place pleinement en France. C'est un réflexe assez coutumier. Beaucoup de Kabyles, beaucoup d'Algériens l'ont fait et continuent à le faire. Beaucoup de Kabyles nés en France ne parlent pas kabyle parce que leurs parents ne leur ont pas transmis la langue et parfois à dessein. Hein, c'est pour qu'ils ne soient pas brouillés en utilisant plusieurs langues, ce qui est apparemment, selon les spécialistes, une erreur parce qu'un enfant peut assimiler jusqu'à 4 langues quand il est enfant. Il y a eu des expériences en Suède, etc., qui se sont avérées plutôt concluantes. En revanche, la maman tenait un peu quand même à cette culture camerounaise, d'après ce que tu dis, Julien, n'est-ce pas? Ouais, c'est de ce que j'ai pu discuter avec. Quand on était plus jeune enfant, elle avait ce désir quand même d'inculquer la langue d'origine. Et mon père, lui, était dans une autre dynamique. C'était plus l'assimilation de l'époque, la génération des années 90. Voilà, il fallait parler un français clair, limpide, sans accent. Il fallait vraiment être baigné dedans. Donc c'était deux approches de vision différentes. Très bien. Alors, je crois que le moment de la dédicace est arrivé. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important, Julien? Ou bien le mot de la fin, voilà. Bon, le mot de la fin, c'est... j'écris avant tout pour être vrai, pas pour être forcément aimé. Je peux dire des choses qui dérangent. Et le message, c'est péripétie d'un baroudeur. Tu peux partir en exil, tu peux chuter, tu peux traverser des excès, être mal dans ta vie, mais tu peux surtout... remonter, te retrouver une raison d'être, une raison de vie, et continuer ta vie et repartir sur un nouveau chapitre. Voilà. Excellent. En tout cas, bravo et bonne chance. Place à la dédicace maintenant. Merci à vous. On continue la discussion autour d'un verre. Merci.